son homme. C'est avec cette citation de Pierre Dac que nous ouvrons les portes de cette émission. Bienvenue dans C'est Midi. Au sommaire de ce numéro, la cuisine ivoirienne qui s'invite et qui voyage en business class à travers le thème suivant. J'ai réussi à imposer le garba dans les assiettes européennes. Laurent Monti nous donnera son point de vue sur la question, ainsi que Dr Philo, Flora Dassé, Carole Kouassi, Jean Richard seront là pour leurs chroniques respectives et nous terminerons avec un invité surprise. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours avec délectation que nous vous retrouvons. Et bien, pour être galant, nous allons commencer bien sûr par la ravissante Carole Kouassi. Carole Kouassi, Madame Publiscope, toujours au contact du téléspectateur, au contact du public. Ça doit faire chaud au cœur quand même. Ah oui, franchement. Ça fait chaud. Ah, c'est la dame qui passe à la télé, là. Je peux avoir une photo, on me fait des câlins et tout ça. Oh, c'est adorable. C'est mignon. Ah oui, trop. Mais attention à ne pas choper le Covid. Laurent Monti, bonjour. Bonjour, Caroline. Ça va bien? Très, très bien. On se sent bien sur le plateau. C'est le 3e jour de classe, hein? 3e jour et franchement, on se sent vraiment bien. On se sent très, très bien. Alors, je rappelle le thème du jour. Joël Alexandre Guéhi, j'ai réussi à imposer le garba dans les assiettes des Européens. Nous allons le recevoir. Notre invité, comme je le disais, se nomme Joël Titi Guéhi. Il est gérant d'entreprise. Il est âgé de 36 ans. Il vit en France depuis 2017, titulaire d'un master école de commerce spécialisation achat à ESA Paris. Merci de le recevoir avec des ovations. Bien. Bonjour. Il a la pêche et vous avez bien remarqué que le dynamisme se sent dans sa démarche, dans sa gestuelle. Et vous saurez de quoi je parle dans quelques petits instants. Nous avons un autre invité, enfin... Il a tellement de casquettes que je ne sais plus dans quelle catégorie le placer. Mais vous découvrirez de qui je parle, pur produit de la tradition Dogba. Il est voyant et fait la promotion de la culture africaine. Il vient donner donc également son opinion sur le thème du jour. Dr Philo. Attention. Attention à ne pas effrayer Laurent Monti, hein. Il risque de monter au Gabon. Et on profite pour faire un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon. Ah oui, vraiment, on est Ils sont nombreux à nous suivre. Hein. Ils sont nombreux à nous suivre au Gabon. Ils adorent l'émission et particulièrement vous, Caroline Dassipa. Et de toute façon, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des pays frères et amis. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Je salue Tibinda, Destin, Darel Marceau. Je vous embrasse très fort. Ce sont des amis à moi. Alors, Dr Philo, tout va bien? Ça va, ça va. Ça va? J'étais en transe tout à l'heure, c'est le Gabon, tout ça c'est l'Afrique. Hein. Et tout à l'heure, en quelques secondes, je suis allé en Italie revenir. Non mais tout ça c'est le talent de la... On n'a pas les mêmes problèmes. Voilà, je suis revenu. On n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on vous a vu ici, on pensait que vous étiez là, pourtant vous étiez ailleurs. L'esprit était ailleurs. Ah, Seigneur. En quelques secondes là, je suis allé en Italie. Que le Seigneur nous garde. Merci, Dr Philo. C'est ce qu'il faut valoriser quand on veut parler du thème. Il faut valoriser notre tradition, ce qu'on a. C'est ce qui nous reste. Et tu es allé en Italie sans visa? Sans avion même, sans visa, ni... Mais je suis allé manger chez quelqu'un, bien sûr. Cadeau. Mais pour vous dire que je respecte ce monsieur, il faut valoriser ce qu'on a. Ce qu'on a. Là, c'est notre nourriture. Et les Européens, eux, ce genre de choses-là, ils aiment. Parce que c'est que toi-même, tu as là, pour toi-même là. Si tu ne valorises pas, tu vas venir valoriser à ta place. Hein? Nous, les Ivoiriens, généralement, on a une mauvaise habitude. On adore ce qui vient d'ailleurs. Pourtant, ce qui vient d'ailleurs vient d'ici. Souvent, c'est nos produits-là, ils viennent prendre quand ils vont transformer, quand ça vient de l'autre côté. Pourtant, c'est ce qu'on a. C'est pour nous-mêmes là qu'on a valorisé.
qui sont allés valoriser pour nous. Mais si nous-mêmes on monte des mauvaises heures, ce qu'on a, c'est pas avion là, on prend quoi pour fabriquer? Uranium là, ça ne vient pas de Niger. Mais pourquoi on est obligé de payer des centaines de millions pour monter dans ça? C'est pour nous. Quand on nous donne notre chose alors, vous allez valoriser la sécurité, c'est très important. C'est nous. C'est notre patrimoine. C'est fort, hein? La sécurité. Mais c'est ça. Quand les Européens même viennent ici, là, quand ils viennent, c'est dans les filiales, là, ils vont filmer nos masques. Souvent, quand ils prennent les masques, là, ils vont vendre ça aux enchères là-bas. Et quand vous allez valoriser la sécurité comme ça, dites-leur que c'est... Et puis, ne leur montrez pas tous les secrets. Voilà, quand vous leur montrez tous les secrets, ils vont prendre la chose, ils vont venir nous revendre ça cher. Quand ils vont manger, là, ne mettez jamais l'eau à côté. Quand ça va serrer les coups. Non, c'est un secret, c'est toi-même. Merci beaucoup. Quand ça va serrer les coups, ils vont vous dire, monsieur, votre... C'est pas gentil, tu dis, une bouteille d'eau. Quand il boit, quand ça descend, ça devient un miracle devant lui. Merci infiniment, Dr Philo, garant de la tradition africaine. Le marché de la restauration est l'un des plus concurrentiels dans l'arène de l'entrepreneuriat, notamment en milieu européen. Et être capable de se démarquer face à la gastronomie française en faisant la promotion de la cuisine du terroir, tel est le challenge qu'a su relever notre invité du jour. Je vous invite tout de suite à la découverte de sa marque de fabrique à travers cet élément signé Espérance Kouakou. C'est du Yopougon sur scène qu'il est en train de réussir dans la capitale française. Un pan de son passé dans le quartier populaire de Yopougon qu'il transpose sur le plan culinaire à Paris. Et l'impact est édifiant. Après une expérience de 3 ans dans l'armée française en tant que commando marin, Joël Alexandre Guéhi, conseiller financier dans une banque, décide de donner corps à sa passion, l'entrepreneuriat. Il rencontre un premier échec en 2016, mais loin de s'en laisser ébranler, il puise dans ses racines pour réaliser son rêve d'entrepreneur. Dès 2017, il lance Yopougon Grill, un service de livraison à domicile de mets ivoiriens de rue qu'il commercialise avec les exigences hygiéniques de la France. Le concept a grandi. Aujourd'hui, son concept s'est imposé dans les habitudes alimentaires des Français qui se plaisent à déjeuner ou à dîner avec du garba. Son parcours, ses projets, sa vision, c'est tout de suite sur le plateau de C'est Midi. L'essentiel est dit, hein? Joël Titi, en tout cas, on est très heureux et déjà très fiers à entendre ce portrait. On sait déjà quel type de personne vous êtes, mais on en saura davantage en écoutant votre si beau témoignage. Alors, vous avez un parcours très atypique, j'ai envie de dire, puisque vous avez une expérience militaire. Après cela, vous vous retrouvez salarié dans le domaine bancaire avant de vous reconvertir dans la restauration. Ça, c'est vraiment très condensé, mais il y a quelques petits détails. On a hâte d'en savoir un peu plus sur votre parcours, Joël. Okay, parfait, sans problème. Alors, je me présente, je suis Joël Alexandre Guéhi, j'ai 36 ans, je suis en France depuis 2004. Je suis parti en Côte d'Ivoire, parti de la Côte d'Ivoire après la guerre de 2004, et je suis arrivé en France, j'ai terminé mon bac, et à l'issue de mon bac, j'ai intégré les fusiliers marins commando marine. Donc c'est la marine nationale. J'ai fait 3 ans, j'y ai fait 3 ans. C'était très intense, très belle expérience, très enrichissant. Ça bâtit un homme en tout cas. Et à l'issue, je suis retourné à l'école tout simplement. J'ai fait un master et pendant mon master, j'ai créé ma première entreprise. C'était un bel échec. Et ensuite, un très bel échec. Un très bel échec. Un très bel échec, la preuve, je suis là. Mais c'est la preuve que vous êtes quelqu'un de très positif. Parce que l'échec, on ne peut pas le qualifier de beau. Mais là, vous réussissez à dire un bel échec, certainement. C'est eu égard aux retombées que cela a pu avoir ou aux répercussions que ça a pu avoir sur votre carrière. Exactement. On en saura un peu plus, comme je le disais à l'instant. Carole Kouassi est toujours au contact du public. Exactement. Une question a été posée. Oui, la question c'était quel mets ivoirien pourrait bien se vendre en Europe? C'était la question. C'est parti. Publiscope avec Carole Kouassi. Vivre à l'étranger suscite la nostalgie de son pays et on a souvent tendance à vouloir emporter avec soi un bout de sa terre natale. En effet, avec un
bon plat, on retrouve la chaleur et la couleur de son pays et en même temps, on fait découvrir aux autres la richesse et le talent culinaire de celui-ci. La gastronomie se révèle alors un outil très important pour garder au fond de son cœur une partie de son origine. Mieux, elle peut devenir une opportunité d'affaires très intéressante en joignant l'utile à l'agréable. Alors, imaginez que vous vous retrouvez hors de la Côte d'Ivoire et que l'opportunité vous est donnée de montrer la richesse gastronomique de notre beau pays tout en exerçant une activité commerciale. Dites-moi, quel mets ivoirien pourrait bien se vendre en Europe? C'est la question du jour. En général, aujourd'hui, c'est le gaba qu'on mange beaucoup, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, bon, je me dis, c'est la tchéké qui doit beaucoup exporter en Europe. Moi, je veux savoir quelle idée lui a eue. Et puis aujourd'hui, tout ce qu'il fait aujourd'hui en Europe, ça a pris. Moi, je pense que le garba, oui, on peut imposer ça en Europe facilement. Comment il s'est organisé à conquérir le cœur des Européens avec le garba ivoirien? Le garba, c'est une nourriture là. Je ne sais pas qui ne peut pas aimer le garba. Quand tu manges, toi-même tu es fier de ça. Tu veux manger encore à plusieurs reprises. Moi, comme ça, mes frères qui sont à l'extérieur du pays, quand ils viennent comme ça, quand on leur donne le garba là, la prochaine fois, ils disent allô, le jour on vient là, on met le garba. Donc là, je trouve que c'est le garba. Moi, je vais demander à l'invité comment s'est passé l'accueil, comment il a parlé du garba, comment il a dit aux gens que le garba est bon, parce que de base, quand tu envoies la nourriture à quelqu'un, il va te demander comment ça se fait, comment ça se passe. Comment il a montré la pratique du garba, comment ça se fait, comment on fait la tchéké, comment on fait le poisson. Bonjour. C'est combien? Faut pas tchéké 100 francs pour moi. Viens manger ici. Et le poisson là, c'est combien? 400 poissons. Voilà, faut pas tchéké 100 francs. Fais bien. Vous mangez toujours ici. C'est bon, hein? Il fait bien. Il fait bien. D'accord. C'est notre gars qui est là. C'est notre gars. Dès qu'on vient ici, c'est un manger. Merci mon frère. Merci l'argent. Merci. Hein. On va manger. Merci mon frère. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne suis jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kwasi. Mais, docteur Philo, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'elle n'était pas du tout dépaysée dans le garbadrome? J'ai l'impression que c'est une habitude. Hein. Une habitude du garba. Les malins ils font aussi au bureau. Non. Par contre, j'ai été très déçue parce qu'en tant que mangeuse professionnelle d'Aloco, je n'ai pas entendu quelqu'un parler d'Aloco. Qui aime l'Aloco ici, dans le public là? Bah, tout le monde, hein, moi, je suis très Aloco. Moi, hein. je suis la première fan. Merci, Carole. Alors, avec Guéhi Alexandre, nous allons poursuivre notre témoignage. On parlait de ce parcours. Vous avez commencé par l'expérience militaire, ensuite le point de chute. Comment ça s'est passé de cette expérience militaire après le bel échec? Après le bel échec, ben, il fallait se redonner du moral. Le bel échec, c'était en 2009. C'était 2009. 2009, où vous créez votre propre entreprise. Petite entreprise, oui. Petite entreprise dans le... On faisait de la négociation entre les industriels et des gens qui voulaient acheter des produits, voilà. Tous azimuts. Donc ça a duré quelques temps. Et puis c'était un très bel échec, je répète. Et après, j'ai dû intégrer le privé. Et pourquoi vous insistez là-dessus? Parce que, en fait, mon parcours est conditionné, en fait, par des échecs, mais en fait, finalement, qui ne sont pas des échecs, en fait, qui sont des moments de formation, des moments de remise en question pour aller de l'avant, pour faire les choses mieux que ce qui avait été fait avant, voilà, tout simplement. Mais vous allez le comprendre tout au long. Allez-y, vous avez la parole. Donc, je retourne à l'école, je finis l'école, je monte l'entreprise. Pendant que je suis à l'école, ça capote. J'intègre le privé, BNP Paribas, où je suis gestionnaire chez BNP Paribas. Merci pour la pub. Excusez-moi. Et ensuite, pareil, cette expérience, ça dure un moment. Après, je rentre dans une autre entreprise où je fais de l'ingénierie commerciale. Et puis, on va dire, mes démons entrepreneuriaux me reprennent, on va dire. Et je me dis, à un moment donné, il faut que je me repositionne dans l'entrepreneuriat parce que j'aspire vraiment à ça. Et je détecte un besoin dans mon environnement. Pendant que je suis chez BNP Paribas, un jour, on invite des amis à la maison, des amis de France qui n'ont aucune sensibilité à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire. Ils viennent manger à la maison. Donc, on leur fait des plats, de la tchéké, de la loco,
du poisson braisé, tout ça. Ils mangent, ils aiment bien. Ils rentrent chez eux, ils nous appellent pour le samedi prochain, est-ce qu'on peut revenir manger? Ils nous ressuscitent une autre fois pour un baptême, un mariage. Et je me suis dit, il y a quelque chose à creuser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je professionnalise ma cuisine de ma maison et je fais en sorte de pouvoir sortir des plats. Donc, on monte tout de suite un Facebook, Instagram, un système de communication. Et puis, c'est comme ça que c'est lancé. On commence à faire nos premières livraisons à partir de la maison. Et puis, c'est comme ça que Yopougon Grill commence. Quelques temps après, on a une bonne communauté qui nous a suivis. Donc, on a pu acheter, se doter de camions, donc 2 camions qui sillonnaient l'Île-de-France. Et l'idée, c'était en fait de couvrir des événements sur Paris, dans lesquels on se baladait pour vendre du choukouya, du garba, de la tchéké, de la loco. Et puis, ça faisait mouche. On se disait, waouh, les gens, ils nous suivent, ils font la queue pour attendre le garba qu'ils ne connaissent pas, ou bien pour attendre le choukouya. On a eu l'opportunité, le 1er novembre 2019, d'avoir un restaurant de 100 places. Donc on s'est assis, on s'est dit, bon, cette affaire-là, elle commence à devenir très, très sérieuse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'installe dans le restaurant, on installe le concept Yopougon Grill. Donc Yopougon Grill, pourquoi Yopougon Grill? Parce que Yopougon Grill, Yopougon, c'est la convivialité. C'est cela. Et pour moi, il n'y avait pas un autre nom qui pouvait porter l'esprit qu'on voulait, l'esprit du concept qu'on voulait mettre dans le restaurant. Donc c'est un restaurant 100 places. À l'intérieur, on vend du garba, du choukouya, les mêmes produits de départ qu'on a commencé. Ce qu'on a apporté... Et la majorité de votre clientèle? Alors, on a une clientèle assez éclectique, surtout de la France. On a travaillé une stratégie pour que ça ne soit pas trop communautaire, parce que le but, c'était de faire découvrir la cuisine ivoirienne, fast-food ivoirien. Et donc, on l'a installé dans le restaurant, danse du coupé-décalé. Il y a des ambiances royaux. Moi-même, je joue à la batterie. Les gens, ils viennent, ils dansent, ils mangent, ils découvrent le garba, ils découvrent la Côte d'Ivoire au travers des mets qu'on fait. Et puis voilà comment Yopougon Grill s'est créé. Et tout allait bien jusqu'à ce que survienne la Covid. C'est ça, donc la Covid-19. On ouvre le resto le 1er novembre 2019. Le 15 mars 2020, on doit fermer les restaurants. Donc je me dis, bon, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu pour que ça se passe comme ça? Il a fallu se renouveler, il a fallu s'adapter. De toutes les façons, il n'y avait pas le choix, il y avait des gros investissements. Moi, j'avais laissé mon travail. Enfin voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a digitalisé. J'ai sollicité un ami de la Côte d'Ivoire, Virgile Govoy, qui m'a beaucoup assisté là-dessus. On a mis une stratégie digitale en place qui a permis en fait de vendre du garba par Internet, de vendre du choukouya, du poulet braisé par Internet. Et cet outil-là, aujourd'hui, a porté le business toute l'année 2020, si bien que le modèle du business aujourd'hui a changé avec le Covid. Donc on a un business qui est solidifié par le digital, parce que le restaurant soit ouvert ou fermé, les gens passent ils passent quand même leur commande de garba par Internet. Donc voilà, le Covid, en fait, c'était une opportunité, plus qu'autre chose. C'est pour ça que je vous dis... Justement, donc il ne faut pas voir dans les échecs, on va dire, des événements malheureux. Il y a toujours un fond constructeur, il y a toujours de belles opportunités à saisir à travers tout échec. Oui, Carole. Ce que j'aimerais savoir, justement, c'est, vous exportez le garba. Est-ce que là-bas, pour que les personnes puissent adhérer au produit, est-ce que vous ajoutez des saveurs, par exemple, européennes, ou vous gardez le produit à l'ancienne? Pas du tout, on est resté très authentique. On est parti du principe que quand les Américains nous vendent de l'hamburger, ça reste hamburger. On s'est dit, l'engouement que le garba suscite en Côte d'Ivoire pourrait naturellement, avec la même recette, suivre là-bas. Il y a juste à mettre ça dans un concept, respecter les codes de la restauration, attirer les gens. Des fois, je danse dans le resto pour que les gens ils viennent. Et puis peut-être que c'est ça qui fait mouche. Ils viennent, ils mangent, ils aiment. Et puis voilà. Mais le garba, il parle de lui tout seul. Il n'y a rien à ajouter. Quand vous parlez de code de la restauration, est-ce que vous faites allusion à la présentation et également aux conditions hygiéniques? On fait allusion à tout. En fait, c'est assez strict là-bas au niveau de la restauration. Il y a des codes à respecter, il y a des règles d'hygiène à respecter. Et en fait, on a intégré le garba dans cet environnement-là, en respectant les codes. Donc les gens, ils viennent retrouver des plats bien servis, là, comme sur les images. Et puis ça les attire, voilà. Oui, mais justement, là, on parle de code, de propreté et tout. Nous, on sait ici que le garba, là, c'est avec la main, n'est-ce pas? Non, par contre... Non, on n'a pas compris votre question. Moi, je demandais si là-bas, nous, ici, là, le garba, c'est avec la main directement.
Donc, chez les Blancs, là-bas, comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu leur dire que ça se mange avec la main? Moi, je pensais que vous allez dire que quand on parle de garba, c'est le côté un peu dégueulasse. Je n'avais pas très propre tout à l'heure, là. qui fait le charme. Aujourd'hui, on a des garbas choco. Je sais pas il en existe. Ça n'a pas la même saveur. Des garbas... Non, c'est doux. Les Ivoiriens. C'est doux. C'est doux, c'est psychologique. Non seulement ça, mais c'est quand même un peu réducteur de... Après, bon, c'est notre culture qui est comme ça. Le garba, à la base, il est conditionné comme ça. Mais il y a possibilité de redorer le garba, en fait, tout simplement. C'est clair. De le packager, de le servir correctement pour le faire découvrir parce qu'il est bon. Pour aller un petit peu dans le sens de Carole, on sait qu'ici, en Côte d'Ivoire, on mange très épicé. Moi, par exemple, quand je commandais un plat, je dis, je ne veux pas épicé, mais à la base, déjà, c'est épicé. Et je sais qu'en Europe, ils ont beaucoup de mal avec ça. Avec du piment, ils deviennent tout rouges, etc. Est-ce que vous avez gardé les plats épicés tels que ça se fait ici, ou bien vous avez un petit peu adapté au palais européen? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est au choix du client. C'est-à-dire qu'on sert la tchéké, le poisson, les oignons, tomates découpés, posés sur le garba, et à côté, il y a le piment en option. Parce qu'en effet, ils sont très sensibles à ce qui est épicé. Donc voilà, c'est la petite adaptation qu'on a fait, toujours avec le petit cube magie, et puis voilà. Avec la digitalisation de votre business, est-ce qu'on peut dire que le chiffre d'affaires a augmenté par rapport... On peut surtout dire que la digitalisation a porté le business toute l'année 2020, parce qu'on était quasiment fermé, en fait. On a ouvert le restaurant en physique 4 mois, donc de novembre à mars. De mars à juin, c'était complètement fermé, donc c'est le digital qui a porté. On a ouvert de juin à octobre, mais c'était bras lent. Mais le digital, aujourd'hui, c'est 80% du chiffre d'affaires. Donc, on a 3 plateformes qui nous accompagnent, plus un site Internet. Et la particularité, en fait, du rebond qu'on a eu dans le Covid, c'est qu'on a mis en place un site Internet en nom propre, donc www.yopougongril.com, qui fait 40% du chiffre d'affaires. Et le reste des 40% se fait sur les plateformes digitales. Et puis, il reste 20%, c'est la part qui est allouée au restaurant physique. Donc, en fait, le business a complètement changé, a vécu l'aubaine du Covid. C'est très bien. Tout à l'heure, on saura ce qui a fait votre force et comment est-ce que vous êtes parvenu à réussir là où beaucoup ont échoué. Mais ça va se faire après la pub. À tout de suite. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavou, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavou.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavou.com. Ezavou, une solution SGCI. Sur le plateau de ce midi, toujours avec notre invité témoin du jour, Joël Alexandre Guéhi, qui a su se reconvertir après une expérience militaire et bancaire, qui a su se reconvertir dans la restauration et qui a bien évidemment réussi à faire face aux écueils de la Covid en procédant à la digitalisation de son business. Et aujourd'hui, je ne vous dirai pas, il est plein aux as, mais ça va quoi. Ça va. Alors, très rapidement, comme je le disais, qu'est-ce qui a fait votre force et comment êtes-vous parvenu à réussir là où d'autres ont échoué? Alors, cette question-là tourne autour de la cuisine elle-même. En fait, on est dans un environnement, avec le Covid, ça a changé les habitudes de consommation. La cuisine ivoirienne a du mal, la cuisine africaine en général a du mal à trouver sa place à l'extérieur, surtout sur des terrains européens, etc. Parce que justement, comme je disais, il y a des codes qu'il faut respecter. C'est cela. Pendant le Covid, les gens ils consommaient pizza, hamburger, chinois, les grands classiques. Et puis il y a Yopougongril qui arrive, qui propose autre chose. Je pense qu'il y a eu un moment en France où il y avait un besoin d'exotisme, de cuisine un peu exotique d'ailleurs, autre que la cuisine asiatique. Et notre prière, c'est que ce besoin-là grandisse et grandisse encore plus. Exactement. Nous avons une vidéo à vous présenter. À tout de suite. En 20 ans d'amitié, qu'est-ce que je pourrais te dire que tu ne sais déjà? C'est parce que tu es une personne vraie que ma femme et moi avons décidé que tu sois le parrain de notre fille Summer, quelque chose que tu as accepté, qui nous a extrêmement fait plaisir. Je pourrais dire aussi de toi que professionnellement, tu es quelqu'un d'intègre, de motivé
et d'extrêmement résilient et battant. Je peux que te souhaiter bon vent pour tout ce que tu entreprends, surtout pour Yopougon Grill qui est ton bébé, mais qui est devenu aussi mon bébé par la force des choses. Je te souhaite encore beaucoup de courage, mon frère, et ne change pas, reste vrai comme tu l'as toujours été. Allez. Et voilà. Là, il est étonné, là. Il est carrément battu, c'est son ami Virgile Govoy, il est également chef d'entreprise. Eh bien, moi, j'ai bien compris ce qui a fait votre force, c'est que vous êtes quelqu'un de courageux et résilient. Merci pour cet enseignement, merci pour cette leçon. Laurent Monti, notre consultant maison, je le rappelle, est géopolitique, consultant en géopolitique et stratégie de communication. Alors, votre opinion sur ce sujet? Alors, sur ce sujet, on va élargir un petit peu. Vous savez, Caroline, tout le monde veut découvrir la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les Ivoiriens s'en rendent compte. Mais on dit Abidjan est le plus doux au monde. Donc voilà, je confirme. Effectivement, tout le monde veut découvrir la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en relations internationales, en géopolitique, il y a un concept qui s'appelle le soft power, en opposition au hard power. Le hard power, c'est la capacité d'influence d'un pays par sa puissance militaire, etc. Et le soft power, c'est la capacité d'influence d'un pays par sa culture, sa cuisine et d'autres éléments qui constituent sa valorisation à l'international. Et je pense que ce thème est vraiment porteur parce qu'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Dr Philo, il faut valoriser notre culture, il faut valoriser ce que nous avons en nous. Et aujourd'hui, le Garba peut y participer. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un économiste franco-chinois qui s'appelle Thierry Tan, qui a dit que si la Côte d'Ivoire arrive à transformer son garba, à l'exporter sur le marché chinois, et que chaque Chinois consomme une boule de garba par mois, ça peut rapporter plus de 4 000 milliards de francs CFA au budget ivoirien, ce qui équivaut à 10 fois le budget alloué au paiement des fonctionnaires. Donc c'est vraiment un marché colossal et on ne parle que du marché chinois. Donc c'est vraiment, si on se rend compte de ces potentialités, on peut véritablement avoir des parts de marché à l'international. Et ce que vous faites est vraiment, vraiment apprécié. Je pense qu'on devrait encore vous applaudir pour ça. Bravo. Merci beaucoup. Oui. Juste pour continuer, en fait, il y a une particularité sur le manioc parce que le garba vient, enfin l'atiéké vient du manioc. Il y a eu pas mal de débats autour de la labellisation supposée de l'atiéké par le Burkina Faso. Donc on a mené nos recherches, ce n'est pas le cas. Ce qui a été labellisé, c'est l'appellation Faso-Atiéké. Mais il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a initié un processus de labellisation de atiéké de la Côte d'Ivoire en 2012 et ça sera fait en 2022. Donc la Côte d'Ivoire est dans ce processus-là de labellisation. Et pour terminer, les cultivateurs qui nous regardent aujourd'hui savent qu'il y a plusieurs variétés de manioc. Et il y a une variété qui est très célèbre pour fabriquer l'atiéké qui s'appelle la variété Yassé. La variété Yassé. Voilà, donc on comprend tout alors. La Côte d'Ivoire, effectivement, est très portée par cette... On comprend tout avec Olivier Yassé. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Laurent Monti. L'émission se poursuit. Nous allons retrouver à présent Jean-Richard. Vous restez avec nous, hein, Guéhi. Jean-Richard, les morts font vivre. C'est vrai que la culture, la cuisine fait vivre, mais également les morts. On en saura un peu plus, on en saura davantage avec vous. Effectivement. Nous étions en immersion dans la commune de Yopougon, au cœur d'un secteur d'activité. C'est un secteur d'activité qui est très peu connu, qui suscite même par moments de la polémique. On les regarde de loin avec un regard interrogateur, voire même accusateur. Mais pourtant, on a rencontré des hommes passionnés qui vivent avec conviction leur métier. Et c'est dans un élément exceptionnel. Et vous l'avez dit, c'est quand les morts font vivre les vivants. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. La mort est un sujet tabou dans nos sociétés, mais aussi une affaire de gros sous. Derrière les larmes et profonde tristesse occasionnées par la perte d'un être cher, se trame un business mortuaire aux maillons multiples et aux bénéfices insoupçonnés. Le marché des obsèques se porte bien. Le deuil est devenu un grand moment de commerce. Le secteur, dit-on, ne connaît pas la crise. Cet inédit est en immersion dans les métiers qui gravitent autour de la mort. Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. À quelques encablures du CHU se dressent fièrement des ateliers de fabrication de cercueils. C'est le boulot même qui m'a plu. Voilà, il y avait des cercueils que je voyais vraiment qui étaient très beaux, avec des modèles un peu bizarres, compliqués là.
Donc vraiment, ça m'a plu. Puis je suis entré dedans. Le cercueil, ça varie selon la qualité du bois et puis selon le modèle. On arrive à subvenir quand même à nos besoins. Par magasin, on peut être 6 à 7 personnes. À côté des fabricants de cercueils, nous retrouvons des couturiers de vêtements mortuaires, de couronnes et de parures pour morts. Loin des préjugés, elles nous expliquent avec conviction leur activité. Je n'ai pas appris à faire les tenues mortuaires, j'ai appris les tenues des vivants. J'ai perdu ma petite sœur et puis les parents ont demandé à ce que je le fasse. J'avais eu peur même, mais j'ai arrivé à faire ça. Et depuis ce temps-là, je fais ça maintenant. Donc ça fait que je ne peux plus faire les tenues des vivants parce que je ne peux pas donner de faux rendez-vous aux clients. Il y a des tenues de 100 000, 150 000, 80 000 à 60 et 30 000. Ça dépend de la qualité des pagnes et des dentelles. D'abord, c'est la couture que j'ai appris quand j'ai fini ma formation. Bon, quand je suis venue rendre visite à une amie, j'ai trouvé que ce métier me plaisait, donc c'est comme ça que je suis restée. Je m'en sors un peu, puis ça va. Comme tout métier, hein, c'est pas facile, mais on fait avec. Parce que pour être un chauffeur corbillard, c'est pas facile. Il y a des véhicules de première classe et puis il y a des véhicules de deuxième classe. Première classe, là, bon, par exemple, pour aller à Dabou comme ça, il faut 250 300 000. Mais la deuxième classe, avec 50 000, 70 000, on peut aller à Dabou. Nous sommes avec M. Kwame Kra Boniface. Il est le président du syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Et avec lui, on essaiera de comprendre davantage le secteur d'activité. Président, d'entrée de jeu, dites-nous, les pompes funèbres, combien est-ce qu'on en dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez un chiffre? Il y en a assez. Mais nous, au sein du syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire, nous sommes 211 entreprises. Selon certaines indiscrétions, c'est un secteur qui se porterait bien. Oui, mais aujourd'hui, les plus grands s'imposent aux plus petits. Et c'est là que se trouve le problème. Sinon, ça se portait bien. C'est un secteur méconnu. Les gens ont tendance à minimiser ce secteur-là. Alors que quand il y a la mort dans une famille, c'est par là qu'il faut passer. Si tu veux bien enterrer quelqu'un, c'est par là qu'il faut passer. Je demande à tous ceux qui souvent nous voient dans les corbillards, qui nous voient faire des cercueils, je leur demande que nous sommes comme eux. Voilà, nous retenons la dernière phrase de ces personnes interviewées. Il faut que nous puissions respecter toutes ces personnes qui sont dans les pompes funèbres, parce que ce n'est pas évident. C'est vrai, quand on parle de mort, il y a la peur qui s'installe, mais ils ont le courage de s'y lancer. Il faut pouvoir les respecter et admirer, les encourager aussi dans leur travail. Flora Dassé nous a rejoint. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci Caroline. Oh là là, je vais très bien, merci Caroline. Alors Flora, c'est encore Flora pour cette saison, on l'a dit. Oui. Je ne sais pas si vous êtes parfumée. Non, ce n'est pas une question à poser. Vous êtes parfumée. Vous êtes parfumée, bien parfumée. On peut s'en rendre compte? On peut le vérifier? On peut le vérifier. D'accord, dans cet élément. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. J'aimerais avoir des déodorants s'il vous plaît. D'accord, on a Ushuaïa, Nata. Ceux-là. Je peux voir le rouge là? Celui-là. Ouais. Je peux essayer pour voir. De pomper juste un peu. Ça sent bon. Je peux voir l'autre. Celui-là, voilà. Oui, ça. L'odeur est un peu forte. C'est fort. Finalement, c'est bon. L'odeur est trop forte. Merci. Donc, Non, madame. Oui. Vous avez trop pompé, ça sent pas. J'ai trop pompé. C'est vous qui m'avez dit que je peux tester pour voir si ça sent bon, non? Juste un peu. Mais ce que j'ai mis là, quand tu fais comme ça, là, tu ne sens pas qu'il y a parfum dedans? Mais j'ai pompé, tu as dit de pomper un peu. J'ai fait comme ça. Quand tu fais comme ça, tu ne sens pas qu'il y a parfum dedans? Non, je ne peux pas prendre. Ma chérie. Oui.
C'est quoi que tu as trop pompé? Tu as diminué. J'ai diminué quoi? J'ai diminué quoi? Je suis venue là. J'ai fait comme ça. Elle dit, je vais sentir. Quand on va dans la boutique pour payer parfum, c'est comme ça. Tu sens un peu. Toi, tu peux payer le parfum si tu n'as pas senti l'odeur. L'odeur là, c'est un peu trop fort. L'odeur est un peu trop forte. L'odeur est un peu trop forte. Vous allez m'agresser? Je suis pas obligée. Je suis pas obligée. Non, je suis pas obligée de prendre en fait. Non, moi je n'ai pas dit que j'ai pas d'argent. Moi je suis pas n'importe qui. On va appeler qui? Ouvrez la porte s'il vous plaît. On m'attend pour un rendez-vous très important. Je ne discute pas avec les stagiaires et les vendeuses de parfums. Ah d'accord. J'étais en train de discuter. C'est vous la responsable, non? Savez-vous, je discutais. Faut pas que vos stagiaires se mêlent à la conversation. J'ai un rendez-vous. Oui, c'est pourquoi elle est venue se parfumer. Quittez là, je vais passer. Non. Tu peux pas sortir. Elle peut pas sortir. On tient ton argent, tiens ton argent. Elle va payer. Je viens vérifier si elle a payé. Bon. On sait que quoi? On sait que c'est n'importe qui. On sait que c'est n'importe qui. Vérifier, voir si c'est pas. On sait que moi je suis n'importe qui et je suis là pour payer un faux billet. On sait qu'on a les mêmes problèmes. Vous n'êtes que des vendeuses dans le magasin, des stagiaires. Moi je suis pas n'importe qui. Moi là je mange petit pois les soirs, regardez-les. Pas ma monnaie. Moi je mange petit pois. Les matins là je bois café lait. Regardez-les. Vous pensez que c'est n'importe qui. Oh quittez-la. Quittez-la. C'est exagéré. Merci beaucoup, Flora. Je ne sais pas si vous mangez petit pois chez vous, hein, je ne sais pas. Alors, nous allons terminer avec un dernier invité, Amani Emmanuel, qui nous rejoint donc sur le plateau, chef de projet de l'ONG Friends of Charity. Bonjour. En 2 mots, on va nous expliquer. Allez-y. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Ça va? C'est un peu stressant, ça va vite, hein? Allez-y. Alors, bonjour, public de samedi. Bonjour, Caroline, chronique de cœur. Je suis Emmanuel Amand. Je suis là pour vous parler de l'ONG Friends of Charity qui organise un événement, la 4e édition de la journée Make-up. Alors, il faut savoir que l'événement est organisé en faveur des orphelins, des personnes démunies, pour leur venir en aide en cette fin d'année. Alors, l'événement... Donc, les tickets seront à 2000 et l'argent des tickets servira à offrir des cadeaux et de la nourriture aux enfants défavorisés le jour de la fête de Noël. En tout cas, félicitations pour cette belle initiative. Grâce à vos tickets achetés, des enfants auront le sourire le jour de leur fête. Merci beaucoup. Merci Guy d'être venu sur notre plateau avec cet enrichissant témoignage. Merci également à l'École supérieure d'informatique et de l'innovation et Plateau. Merci infiniment à tous et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette émission. Dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. C'est sur cette phrase que nous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. À demain pour une autre belle aventure. Bye bye.